Moi, je sais que j'étais hyper en colère. J'ai pas envie de m'en vouloir non plus parce que c'est un peu la double peine parce qu'on est là, nous, en train de souffrir. Les gens ne comprennent pas, ils sont maladroits et c'est à nous de nous dire: «Ah mais ils savent pas, donc en fait, c'est les pauvres, c'est eux». C'est moi qui disais bazooka parce que c'est une chimio 50 fois plus dosée que les chimiothérapies qu'elle avait eues, précédemment. Je me dis aussi que voilà, enfin, toutes les personnes qui l'auront lu, elles auront rencontré ma petite sœur. Je pense que c'est quand je suis arrivée au bout que là, je me suis dit: «OK, là, je peux peut-être commencer à faire mon deuil». Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Élise Giraudot, j'ai 30 ans, je suis ingénieure en informatique et autrice. J'ai perdu ma petite sœur d'un cancer des ovaires le 19 mars 2023 et j'ai joué un rôle d'aidante durant toute sa maladie qui a duré environ 1 an et demi. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Du coup, j'ai joué un rôle d'aidante par rapport à la maladie de ma petite sœur. Alors, j'étais pas la première sur le front, on va dire, puisque la première, c'était ma maman qui a joué le plus grand rôle d'aidante auprès de ma petite sœur. Mais on était quand même tous très proches, très soudés durant la maladie. Donc, que ce soit donc ma maman, mon père, moi-même et le petit copain de ma petite sœur aussi. Comment je l'ai vécu? Très mal dans le sens où je me sentais vraiment très impuissante. Très triste aussi, très anxieuse et c'était très difficile de ne pas faire rejaillir aussi mon anxiété sur ma sœur, qui elle était déjà anxieuse forcément de base par rapport à la maladie. Et en fait, paradoxalement, ça a été beaucoup ma petite sœur qui nous a rassurés au lieu de l'inverse, enfin, qui nous a rassurés, donc ma maman, moi, mon papa, son petit copain, etc. Alors que dans l'ordre des choses, comme on imagine, je pense que ça ne nous est pas arrivé, c'est l'inverse, mais nous, dans notre cas, c'était comme ça. Et j'ai essayé au maximum d'être présente, ce qui était aussi compliqué au début parce que moi, j'habite à Paris, ma petite sœur habitait à Bordeaux. Donc en fait, je faisais beaucoup d'allers-retours jusqu'à ce que je décide finalement de rester à Bordeaux auprès d'elle tout le temps pour aussi soulager ma maman et mon papa de tous les allers-retours à l'hôpital, etc. Puisque mon papa a aussi eu des soucis de santé pendant la même période, donc c'était vraiment très compliqué. Et la seule chose que j'arrivais à peu près à faire, c'était essayer de faire rire ma sœur. Alors c'était pas toujours possible parce que y a des moments où elle avait pas du tout envie de rire. Bon, moi non plus, mais bon, je me remettais toujours un peu ce masque de clown pour essayer de faire rire ma sœur en premier lieu, mais aussi essayer de faire rire mes parents. Et c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire aujourd'hui. J'essaie beaucoup de faire rire mes parents, même si voilà, j'arrive pas toujours. Mais voilà, donc c'était surtout par le rire et par le fait d'être présente, d'essayer aussi de trouver des activités que ma sœur pouvait faire depuis son lit, ce qui est, voilà, ça demande d'avoir un petit peu de créativité, mais c'est possible d'essayer voilà, de faire des choses ensemble depuis son lit parce qu'elle était très souvent alitée. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai essayé d'être présente au maximum pour elle. Donc en fait, ma petite sœur, c'était durant l'été 2021. Durant l'été 2021, ma petite sœur, elle a eu un premier épisode de très grosse douleur où elle se plaignait d'avoir très mal dans le bas du ventre, mais aussi dans le bas du dos. Enfin, elle n'arrivait pas trop à situer en fait où était la douleur, mais en tout cas, enfin, elle souffrait énormément, elle n'arrivait plus à se lever, elle vomissait, elle était d'une couleur, enfin j'ai jamais vu ça, enfin verte, blanche, je sais pas trop comment décrire. Et en fait, évidemment, c'était le week-end du 14 juillet, on était sur la côte atlantique, il n'y avait pas de médecin. Enfin, c'était vraiment la galère. Finalement, bon, bref, je passe les détails. On a fini par trouver un médecin qui nous a dit que c'était soit un problème gastrique, soit un problème gynécologique. Mais bon, nous, on était persuadés que c'était un problème gastrique. Et en fait, ma petite sœur, elle a pris rendez-vous pour avoir une échographie des ovaires et de toute la zone gynécologique, de toute la zone pelvienne et abdominale, pour fin août. Il n'y avait pas de place avant. Et en fait, le week-end du 15 août, elle a re-eu la même douleur. Donc là, on est parti directement aux urgences. Et en fait, là-bas, ils lui ont fait directement une belle échographie en fait, qu'elle aurait dû avoir. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait une masse accrochée à son ovaire qui s'était enroulée 2 fois sur elle-même. Et en fait, ils ont d'abord dit que c'était un kyste bénin, ce qui arrive très souvent aux jeunes filles de l'âge de ma petite sœur. Donc là, elle avait 21 ans à l'époque. Et en fait, là, ils l'ont opérée en urgence dans la nuit de ce kyste bénin.
Et en fait, voilà, elle a vu donc des cicatrices, et cetera. Elle s'est remise pendant un mois de l'opération qui était quand même assez lourde, mais enfin voilà, ma sœur, rien ne la faisait flancher jamais. Donc elle s'est remise rapidement. Et en fait, du coup, après cette opération, un mois après, donc le 14 septembre 2021, elle est repartie chez la gynécologue pour faire un point sur ses cicatrices, pardon, et tout ça. Et en fait, là, il y a eu les résultats de la biopsie. Parce que quand on est opéré, tout ce qu'on nous retire est toujours analysé. Et donc là, en fait, c'est là qu'elle a annoncé que la gynécologue, elle a vu les résultats la veille et qu'elle attendait forcément le rendez-vous pour l'annoncer. Et en fait, elle a dit donc à ma petite sœur et ma maman qui étaient présentes au rendez-vous qu'en fait, c'était pas un kyste bénin, c'était une tumeur maligne de l'ovaire. Et donc là, je rapporte les faits parce que moi, j'étais pas présente. Ma petite sœur, elle était en mode ok, en fait, j'ai un cancer, c'est très bizarre. Enfin, elle me disait qu'elle était comme dans du coton, enfin, elle se rendait pas compte. Un peu comme si elle était dans une autre réalité. Elle entendait ma mère pleurer à côté, donc elle se disait ok, c'est grave. Mais bon, en fait, la gynécologue, elle l'avait beaucoup rassurée à ce moment-là en lui disant que le cancer, il était stade 1, que la tumeur, voilà, elle était très grosse, mais elle avait été retirée. Mais du coup, ma sœur, quelques jours après, elle a refait une IRM, et en fait, ou une échographie, je sais plus ce que c'était, mais il y avait une autre petite boule qui s'était formée. Donc, enfin bon, il fallait quand même agir vite, mais que c'était pris à temps, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'une opération suffirait, qu'on allait lui retirer son ovaire gauche et sa trompe gauche, et que voilà, normalement, elle serait guérie. Et moi, en fait, ce jour-là, j'étais à Paris, j'allais à la salle de sport, donc vraiment à milieu de m'imaginer ce qui allait s'abattre sur ma famille ce jour-là. Et en fait, je lui envoie un message parce que, enfin, voilà, on était très très proches avec ma sœur, on était très très complices et on se faisait des blagues tout le temps. Et moi, j'avais donné un surnom à son kyste. Je l'avais appelé Kisty. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis alors, comment va Kisty et tout ça. Et puis là, elle me répond très très sérieusement, est-ce que je peux t'appeler? Du coup, j'étais assez bizarre. Moi, j'étais à la salle de sport, comme je dis, mais bon, je lui dis oui, oui, appelle-moi et tout. Donc, je vais m'enfermer dans les vestiaires. Et c'est là qu'elle me dit, en fait, j'ai un cancer. C'était pas un kyste bénin, j'ai un cancer, j'ai une tumeur à l'ovaire. Et en fait, moi, je comprends rien. Je pense pas au même niveau qu'elle parce que je peux pas imaginer ce que ça fait quand on nous apprend, on l'apprend nous. Mais moi, là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, t'as un cancer. Enfin, j'étais vraiment dépitée, hyper stressée. Et en même temps, je me disais, mais en fait, ça va aller. Enfin, dans notre famille, tout va toujours bien, entre guillemets. C'est bon, enfin, ok, tu vas te faire opérer et puis ce sera derrière nous et tout ça. Mais c'était, c'était sans savoir en fait le cataclysme que ça allait être par la suite, quoi. Ma sœur habitait toujours chez mes parents, donc voilà, elle avait. Enfin voilà, donc du coup forcément mon papa l'a su, elle a appelé son petit copain aussi, et lui il est venu directement parce qu'il était aussi sur Bordeaux. Il est venu directement à la maison. Et moi, en fait, j'ai pris des billets de train. Le lendemain, j'étais à Bordeaux. Je suis partie directement, même si ma sœur, elle me disait non, mais c'est pas grave. Parce que, voilà, c'était comme je disais, c'était stade 1, c'était pris à temps. Enfin, voilà, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Mais moi, je disais, enfin, voilà, ma sœur a un cancer, je viens. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, je viens. Donc je suis restée, je ne me rappelle plus combien de temps je suis restée, mais je suis restée un moment parce que je sais que j'étais encore présente le jour où elle avait fait son échographie IRM d'après pour savoir où ça en était, parce que comme j'ai dit juste avant, effectivement, elle avait eu une autre masse qui s'était déjà créée. Donc là, on était, je pense, le 18 septembre ou quelque chose comme ça, et elle s'était fait opérer le 14 août, donc voilà, ça c'était quand même déjà, il y avait déjà quelque chose qui s'était créé à nouveau, enfin une tumeur qui s'était reformée. Et donc on lui disait, mais t'inquiète pas, t'auras pas de chimio, t'auras une opération et tu seras sur surveillance, mais voilà, enfin, il n'y a pas de raison que voilà, s'il se passe quelque chose, tu seras en rémission, etc. Et en fait, pas du tout, parce que donc elle a eu son rendez-vous fin septembre avec le chirurgien qui devait l'opérer. Donc il lui a dit qu'en fait c'était un cancer à souche lente. En fait, il lui avait diagnostiqué un cancer de l'ovaire qui n'était pas du tout le cancer de l'ovaire que ma sœur avait. Parce que en fait, le cancer de ma sœur, il était très très rare et très très agressif, mais ça on le savait pas encore. Donc ils lui ont dit oui voilà, donc c'est un cancer à souche lente, etc. Et donc, tu peux te faire opérer quand tu veux. Donc c'est-à-dire que si tu veux te faire opérer à Noël pour pas que ça perturbe ton année scolaire, parce que ma sœur était en master MEF premier degré pour devenir professeure des écoles.
Tu peux te faire opérer à Noël, t'inquiète, ton cancer il n'aura pas bougé d'ici là, machin. Mais bon, ma sœur, elle voulait voilà, s'en débarrasser. Donc elle lui a dit non, non, je prends la première date disponible. Et la première date disponible, je crois que c'était le 4 octobre ou quelque chose comme ça, non. Enfin, c'était début octobre. Ou le 6. Bon bref, on s'en fiche. C'était début octobre. Et donc du coup, elle a pris cette date-là. Et en fait, le week-end avant, elle pouvait plus bouger de son lit. C'est-à-dire que pendant cette période-là, là, de fin septembre à début octobre, elle souffrait énormément. Elle avait beaucoup de douleurs. Elle avait son ventre qui commençait à gonfler, comme s'il était rempli d'eau, parce que ça faisait des... Vous savez, comme quand on boit de l'eau et qu'après on bouge, ça fait bloup bloup des fois dans le ventre, ça lui faisait ça. Et en fait, en plus, elle se faisait vraiment maltraiter parce qu'elle était en stage voilà, dans une école. Et la maîtresse savait que, donc elle lui avait dit qu'elle avait un cancer, qu'elle devait se faire opérer, etc. Et elle lui disait non, mais t'es souvent dans la lune, tu bouges pas assez, t'es pas assez présent avec les enfants, présente avec les enfants, etc. Alors que ma soeur disait, en fait, je suis désolée, je fais ce que je peux, en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup de douleurs. Et elle avait même été convoquée par la directrice, enfin vraiment aucune empathie de la part de personne. Donc c'est là qu'il y avait les premières fois où on se rendait compte du manque d'empathie des gens face à la maladie. Voilà, c'était une première fois et ça s'est reproduit plein de fois pendant tout son parcours de soins. Et donc du coup, en fait, la veille de l'opération, donc l'opération c'était... Non, parce que du coup, donc, elle devait se faire opérer effectivement. Donc le week-end avant, elle ne pouvait plus bouger de son lit. Et en fait, 2 jours avant l'opération, elle reçoit un coup de fil comme quoi en fait, elle ne se fera pas opérer. Parce que le chirurgien n'est pas disponible, il est on ne sait pas où. Donc du coup, en fait, l'opération est reportée dans 11 jours, donc le 19 octobre, ça je me rappelle très bien. Et en fait, le 18 octobre, ma sœur, elle part aux urgences parce que vraiment là, elle a des douleurs horribles. Elle a plus de 42 fièvres, enfin elle est vraiment au bout du rouleau. Et en fait, là, ils lui refont un examen et en fait, son cancer, il avait métastasé partout dans le péritoine. Donc, c'était plus juste une petite boule accrochée à son ovaire, elle en avait partout, partout dans le ventre et dans le péritoine. Et alors pas dans l'utérus, mais en fait, le péritoine, c'est la poche qui entoure les organes gynécologiques, si j'ai bien compris. Et en fait, elle en avait partout à cet endroit-là, et partout à côté des ovaires, et enfin bref. Et du coup, en fait, c'était les tumeurs, en fait, elles sécrètent un liquide. Et c'est ça qui faisait en fait l'effet d'eau qu'en fait, qu'elle avait dans le ventre. Et enfin, le corps se défend, donc en fait on a beaucoup de fièvre et enfin, elle avait une quantité de liquide et une quantité de tumeurs assez impressionnante, donc c'est pour ça que elle était pas bien du tout quoi. Et donc en fait on lui dit non mais en fait là c'est inopérable, tu pourras pas être opérée demain matin, tu dois faire une chimiothérapie. Donc, voilà, je vous laisse imaginer le coup que c'était, même si voilà, c'était rien comparé à la suite, mais voilà, vraiment gros coup dur sur le moral de ma sœur et nous aussi, parce que nous, on est impuissants à côté, on peut rien faire en fait, on peut pas prendre sa douleur, on peut pas prendre sa chimio à sa place, on peut rien faire. On peut même pas lui dire t'inquiète pas, ça va aller parce que c'est faux. Donc, bon, bref, on sait pas trop quoi faire. Finalement, elle se fait à l'idée que elle va perdre ses cheveux, qu'elle va plus pouvoir aller en cours, qu'elle va devoir faire une chimio, donc des produits très, très forts. Et puis voilà, tout ce qu'on sait sur la chimio et bon après tout ce qu'on ne sait pas, mais voilà, les nausées, les vomissements, etc. Donc finalement, en fait, cette première chimio se passe. On essaie le mieux possible, mais ça reste forcément compliqué. Et en fait, là, elle se fait opérer une première fois. Donc là, on est en février 2022. Et en fait, ils refont le coup du chirurgien n'est pas disponible. Donc en fait, sauf que là, c'était vraiment... en fait, il faut se faire opérer maximum dans les 6 semaines après la fin de la chimiothérapie pour garder les effets de la chimiothérapie. Et en fait, là, la chimiothérapie, elle s'était terminée, je crois, début janvier. Et elle devait se faire opérer le 15 février, je crois. Enfin, ça commençait à être juste en fait. Et là, on nous dit le chirurgien n'est pas dispo. Donc encore, voilà, branle-bas de combat, etc. Heureusement qu'on avait un médecin dans la famille
du copain de ma sœur, donc du coup qui lui essayait vraiment de se démener pour contacter les professionnels, tout parce qu'en tant que famille, quand on n'est pas de la profession, notre parole vraiment, il s'en lave les mains. Donc on avait beau dire non mais là il faut vraiment opérer ma sœur en fait, qu'ils étaient là oui mais on n'a pas de place, on n'a pas de chirurgien, bref. Donc finalement il y a un autre chirurgien qui reprend le dossier et heureusement, alors je suis désolée pour cette pauvre dame, mais en fait il y avait une dame qui devait se faire opérer 2 jours après ma sœur qui avait le Covid donc qui ne pouvait pas se faire opérer. Donc là ma sœur prend sa place d'opération. Le chirurgien il reprend le dossier en urgence, il appelle ma sœur parce que bon, c'était quand même un acte, voilà, enfin c'est pas rien, elle allait se faire, enfin le ventre, on allait lui ouvrir en deux pour vraiment l'opérer quoi, donc il fallait qu'il soit au courant quand même de ce qu'il allait faire. Et donc là, bref, voilà, il appelle ma sœur, il parle du sujet, etc. Et donc en fait il l'opère, donc c'était une opération qui a duré presque 8 heures. Donc en fait, il a vraiment regardé partout, il a pris chaque organe, le foie, machin, pour voir s'il n'y avait pas des cellules qui restaient, en fait, qui étaient encore vivantes. Et en fait, il disait qu'il avait retiré beaucoup de mini-tumeurs, on va dire, qui étaient mortes, mais vu l'aspect d'autres, il disait qu'il y avait encore des cellules actives. Enfin, pour moi, la chimiothérapie n'a pas tout tué les cellules malignes. Et en fait, c'est le cas parce que je ne sais plus combien de temps après, on reçoit les résultats. Et en fait, la chimiothérapie n'avait pas du tout aussi bien marché qu'espéré. Il y avait des endroits où ça avait fonctionné à 95% et d'autres endroits où ça avait fonctionné à 5%. Donc en fait, ma sœur n'était pas du tout sortie d'affaire. Donc bon, le temps passe, il faut que ma sœur elle se remette quand même de cette opération, parce qu'être opérée pendant 7 heures, c'est pas rien. J'ai vu ma sœur dans des états où je n'aurais jamais pensé la voir comme ça. Enfin, elle était vraiment très très affaiblie, elle n'arrivait pas juste à s'asseoir dans son lit. Enfin, c'était très dur de la voir comme ça, encore une fois, de ne pouvoir rien faire. Mais elle, je sais pas, enfin, ma sœur, elle a un mental incroyable, enfin, elle s'est toujours relevée de tout avec le sourire, c'était assez impressionnant à voir. Et, euh, et donc en fait, le temps passe, on ne sait pas trop quelle chimiothérapie ils vont lui faire, enfin quelle est la suite en fait du protocole. Et ma sœur, elle recommence à avoir des douleurs. Donc on se dit mais c'est pas possible que des tumeurs se soient reformées déjà en fait si peu de temps après l'opération et après la chimiothérapie. Et pourtant si, donc là ma sœur elle avait des nouvelles tumeurs à côté de son anus en fait, c'est toujours localisé vers là, où en fait enfin, du coup ça lui faisait mal, ça lui appuyait. Et donc là en fait ils se mettent enfin là, tout ça se passait à Bordeaux, ils se mettent en relation avec un hôpital à Paris qui en fait propose une nouvelle chimiothérapie. Donc ma sœur entre-temps elle était vraiment enfin, elle était dépitée en fait de repartir en chimiothérapie, d'être à l'hôpital. Et en fait, donc là, elle demande si on peut adopter un chien, parce qu'elle elle en avait marre, parce qu'elle était parfois toute seule, parce qu'en fait, son petit copain, lui, faisait ses études en Espagne. Moi, j'avais pas encore arrêté enfin, je m'étais pas encore mis en arrêt maladie complet, donc je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Bordeaux, mais elle était parfois seule en fait à la maison avec papa et maman. Et en fait, elle disait qu'elle voulait avoir voilà, un animal. Elle avait toujours rêvé d'avoir un chien. Donc elle disait, voilà, elle disait j'aimerais bien avoir un chien. Donc mes parents ont décidé d'adopter une Golden Retriever qui s'appelle Brona et qui a vraiment été un soutien, mais voilà, enfin, son plus grand soutien, on va dire, dans la maladie. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle disait qu'elle se battait plus seulement pour elle, mais aussi pour son chien. Et pour pouvoir habiter avec Brona et lui offrir la meilleure vie possible. Donc en fait, là, à partir de ce moment-là, il propose une nouvelle chimiothérapie qui est censée être plus forte et plus adaptée au cancer de ma sœur, parce qu'ils ont pu voir comment en fait il évoluait, comment ça se passait. Donc ils ont proposé une chimiothérapie plus adaptée. Et donc ma sœur, elle a refait ses 3 mois de chimiothérapie. Et en fait, j'ai pas précisé, mais à chaque fois et pour chaque protocole, elle restait une semaine entière à l'hôpital. C'était pas un peu comme on voit dans les films où en fait elle vient pour la journée, elle a sa chimio, elle est dans son petit fauteuil, elle a sa chimio et elle rentre chez elle le soir. C'était en fait des semaines complètes à l'hôpital à chaque fois. Et du coup, c'était très très dur pour elle psychologiquement parce que elle avait l'impression d'habiter à l'hôpital en fait pendant plein de semaines et elle en avait vraiment marre quoi. Et en fait cette chimiothérapie elle était plus agressive que la première
Ce qui fait que ça lui détruisait en fait, tout. Enfin, en fait, elle avait besoin d'être transfusée en plaquettes et en hémoglobine. Et en fait, quand elle a terminé la chimiothérapie, ils lui ont encore expliqué que, bah, vu le scanner, ça n'avait pas marché à 100%. Et en fait, là, les oncologues l'ont mis en relation avec un oncologue à Paris euh, pour tester en fait un protocole qui fonctionne très bien sur les cancers du sang, mais qui peut aussi être adapté au cancer des cellules germinales, enfin en tout cas des ovaires et des testicules pour les garçons. Et en fait, il y a eu plusieurs cas de rémission complète avec cette chimio. Alors, c'est une chimio qui disait bazooka parce que c'est une chimiothérapie qui est 40 à 50 fois plus dosée que les chimiothérapies qu'elle avait eues précédemment. Et en fait, là, c'est en bulle stérile et il faut rester à l'hôpital un mois. Donc, un mois, 2 semaines de pause, un mois, 2 semaines de pause, un mois. Et après une autre opération, et normalement là, on est guéri. Donc en fait, l'oncologue, il dit qu'il a vraiment bien étudié le cas de ma sœur, qu'effectivement ça correspond, qu'il a déjà sauvé des jeunes dans ces cas-là, que ce soit des filles ou des garçons. Et vraiment un monsieur vraiment extraordinaire, enfin, très à l'écoute, très drôle, très joyeux, qui malgré la gravité de la situation, arrive à mettre à l'aise et qui donne vraiment de l'espoir et qui, lui, y croit vraiment. Donc voilà, le courant passe bien avec ma sœur, avec ma famille. Et en fait, là, l'été 2022, c'est un été très compliqué pour ma sœur parce qu'on lui dit, donc elle accepte le traitement à Paris. Et en fait, on lui dit, bah là, il faut vraiment que tu prennes des forces avant le gros traitement à Paris. Et en fait, c'est très, très compliqué parce que ce qu'on ne voit pas à côté aussi, c'est que ma sœur, elle avait toujours besoin d'être transfusée parce que tous les jours, quasiment, ou toutes les semaines, elle se faisait... Enfin, elle avait des... Mais en fait, je crois que c'était tous les matins. Elle avait une prise de sang. Et pour vérifier ses taux, parce que du coup, en fait, la chimio tue aussi. Hein. Il n'y a pas que le cancer. Et en fait, la chimio, ça l'a sauvée, mais en même temps, ça l'affaiblissait en plaquettes et en hémoglobine. Donc en fait, au lieu de profiter de son été, quasiment tous les jours, elle devait aller à l'hôpital pour être transfusée. Et en fait, on ne peut pas faire arriver les poches de sang ou les poches de plaquettes avant que le patient ne soit là. Donc en fait, il fallait qu'elle arrive, qu'elle attende 2 heures qu'on vienne livrer. Puis après, le temps que ça passe, je ne sais plus exactement comment ça se fait, mais en fait, voilà, les poches, elles passent pas comme ça dans le sang. Il faut faire des pauses à des moments, etc. Et puis, il faut secouer les plaquettes, etc. Enfin bon, bref, il y a tout un truc. Donc en fait, elle passait clairement sa journée à l'hôpital. Elle pouvait quasiment pas partir en week-end. Enfin, donc bref, un été très très dur pour le moral, alors que il fallait. En fait, elle n'arrivait pas à avoir une vie normale. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle était tout le temps ramenée à sa maladie, tout le temps ramenée à l'hôpital. Et c'était vraiment très très dur. Et après, il y a le départ à Paris. Donc là, moi, en tant qu'aidante, je parle que pour moi, mais je sais que mes parents, ils n'ont pas vécu le cancer de ma sœur de la même manière que moi. Enfin, je pense que personne ne vit le cancer de la même manière. Mais moi, ça commençait, forcément, ça me pesait vraiment sur le moral. Et en fait, ça s'immisçait aussi dans tous les aspects de ma vie. Ça s'immisçait dans mon couple, ça s'immisçait dans le travail, ça s'immisçait dans mes loisirs. Enfin, j'arrivais plus à rien faire. J'étais vraiment pas bien. Donc là, je décide de me mettre en mi-temps thérapeutique avec l'accord de ma médecin. Et du coup, quand ma sœur était en chimiothérapie à Paris et qu'elle était enfermée toute la journée à l'hôpital, on avait le droit à 1 heure de visite, si je dis pas de bêtises. Enfin, il fallait qu'on s'habille, etc., pour pas lui ramener des bactéries. Et en plus, j'ai oublié de préciser qu'on était en pleine période de Covid et que du coup, il fallait absolument pas qu'on ait le Covid, sinon on pouvait plus voir ma sœur. Et puis surtout qu'il y avait les temps d'incubation, machin. Donc moi, j'étais coupée de tout contact social. Je voyais plus personne pour ne pas être malade et pour ne ramener aucun microbe à ma sœur au risque que ça décale ses chimiothérapies. Donc du coup, j'étais hyper méfiante aussi. Dès que quelqu'un venait me voir, je lui demandais s'il pouvait se faire l'autotest. Il y a des gens qui ne voulaient pas se faire l'autotest parce que vous comprenez, un bâton dans le nez, ça fait mal. Et moi, j'étais là, mais si vous saviez, ma sœur, à quel point elle aimerait bien juste se mettre un bâton dans le nez
au lieu de souffrir comme ça. Enfin bref, j'étais remontée contre la terre entière. Enfin, je voulais plus voir personne. De toute façon, personne ne pouvait me voir parce que j'étais exécrable. Mais je regrette, je ne regrette rien. Ça m'a permis de faire du tri dans mon entourage et dans mes amis parce que ceux qui voulaient pas se mettre un bâton dans le nez, je les vois plus aujourd'hui. Bref, c'était une parenthèse. Ma sœur, du coup, commence son traitement et donc tous les après-midi. Donc moi, je travaillais le matin et tous les après-midi, j'allais passer le maximum de temps à l'hôpital avec elle. Donc, en fait, quand elle était pendant la période où elle avait, en fait, je sais, je crois que ça s'articulait à préparation en gros à la chimiothérapie, la semaine de chimiothérapie et 2 semaines après pour se remettre de la chimiothérapie avec autogreffe de ses propres cellules souches dont elle avait été prélevée avant. Et en fait, quand c'était pas la semaine de chimio, je crois, on avait le droit de la voir tout l'après-midi. Donc en fait, mes parents, ils venaient régulièrement sur Paris, mais bon, enfin, ils pouvaient pas tout déménager à Paris. Donc il y avait une grande partie du temps où c'était que moi. Donc je restais au maximum avec ma sœur. Des fois, je venais et en fait, elle ne faisait que dormir, mais moi, j'étais juste contente de la voir et j'espérais que ça lui égayait un peu ses journées parce qu'un mois enfermé à l'hôpital dans la même chambre qui était toute petite, c'est très très long. En fait, c'est très dur pour le corps aussi physiquement parce qu'elle était, enfin voilà, enfin il y a tous les effets dont on parle pas de la chimiothérapie, que ce soit les diarrhées, les aftes, mais elle c'était carrément pas que les aftes, c'était genre elle avait tout l'œsophage avec des champignons tellement ça lui tuait en fait toutes ses cellules. C'était pas que les cellules cancéreuses, ça lui tuait tout en fait. Elle avait la peau sèche qui râpait limite en sang. Enfin, c'était terrible en fait de la voir dans cet état, que ce soit physique et même psychologique, parce qu'il y avait des jours où elle parlait juste pas, en fait, elle avait les yeux dans le vide. C'est juste pour qu'on se rende compte à quel point en fait, ça tue tout, en fait, ça tue le moral. Enfin, bref. Donc, bref, moi, je savais pas trop quoi faire. J'essayais de lui amener des cadeaux, des fois, des trucs, mais des jours où juste elle s'en fichait. Mais je sais que c'était pas méchant, c'était juste que, voilà, enfin, elle était vraiment dans une détresse aussi psychologique très grave, même si elle était suivie par une psychiatre. Mais bon, ça fait pas tout. Mais là, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à prendre un traitement antidépressif. Et ça l'avait quand même pas mal aidée. Et bon, bref, on passe ces mois enfin, voilà, de chimio intensive bazooka. Et en fait, on arrive là juste avant les fêtes de Noël 2022, où ma sœur est sortie de l'hôpital. Mais en fait, il y a toujours ce truc où il faut vraiment qu'elle se fasse opérer. Parce que en fait, là, elle a passé son scanner et il lui reste seulement des cellules cancéreuses accrochées aux uretères. Donc les uretères, c'est ce qui joint la vessie au canal pour faire pipi. Et en fait, elle a des cellules cancéreuses autour de ça. Donc en fait, ça va être une opération aussi très lourde parce qu'en fait, ils savent pas trop comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont... en fait, ils vont sectionner les uretères, mais peut-être qu'ils vont devoir prendre un bout d'estomac pour pouvoir recréer le lien, en fait. Donc, enfin, voilà, il y a tout ce truc. Et en plus, il faut un chirurgien gynécologique et un chirurgien urologue. Et alors, déjà que c'est compliqué d'avoir un chirurgien, en avoir 2 pour l'opération. Donc en fait, nous, on pensait qu'elle se ferait opérer avant Noël, puisqu'elle avait terminé, je me rappelle, ses grosses chimiothérapies le 22 novembre. Et en fait, il n'y a pas de date. Donc voilà, on attend, le temps passe et on se dit, mais en fait, ils vont pas la sauver, quoi. On dirait qu'ils s'en foutent, en fait. Donc les fêtes de Noël se passent dans un climat très, très anxiogène parce que nous, on veut juste une date, en fait, d'opération. C'est juste que ma sœur se fasse opérer et soit guérie et il se passe rien. Son oncologue, il fait le forcing, mais bon, bref. Donc voilà, un jour, il nous appelle, il nous dit, OK, on a une date. C'est le 4 janvier 2023. Et en fait, le 4 janvier, c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc on se dit, OK, c'est un signe. Voilà, c'est ton année 2023, tu vas être sauvée, etc. Donc ma sœur se fait opérer le jour de son anniversaire, le 4 janvier. Elle part au bloc, je crois, vers 8h du matin. Et l'oncologue, comme je disais, qui était vraiment un monsieur extraordinaire, et il envoie des SMS à ma maman toute la journée pour lui tenir au courant. Là, on en est là dans l'opération, là, on en est là, là, on en est là. Et donc moi, je suis à l'hôpital avec ma mère dans la chambre de ma sœur et en fait, on attend. Je me rappelle, j'avais un livre, je me rappelle même plus ce que je lisais. Enfin bref, c'était horrible. Et en fait, vers 18h, je crois, donc en fait, ma sœur s'est fait opérer pendant plus de 8 heures encore cette fois-ci. Elle revient en chambre
parce elle est réveillée. On dirait qu'elle s'est pas fait opérer, genre elle est on fire. Enfin bon, on voit qu'elle a été opérée parce qu'elle a plein de pansements et plein de bandages, tout ça, mais elle parle super bien, elle a vachement d'énergie et tout. Elle est contente que ce soit terminé. Juste avant, il y avait le chirurgien qui est venu, enfin les deux chirurgiens et mon autre oncologue qui est venu. Ma mère leur a demandé est-ce que vous pensez que ma fille est sauvée. Enfin, ils ont dit écoutez, on a fait le maximum. En tout cas, là, on a retiré tout ce qui était potentiellement dangereux, enfin tout ce qui est potentiellement malin, etc. Et bon, après, voilà, ma sœur, elle reste à l'hôpital quand même plus de 10 jours parce que même si le soir même, elle était au taquet après, enfin voilà, les douleurs horribles, enfin tout ce qui est pas glamour dans les opérations, enfin elle avait je me rappelle plus, des drains, enfin bref, se remettre d'une opération comme ça, c'est très lourd. Finalement, ils n'ont pas eu besoin d'aller récolter des bouts d'estomac et tout. Ils ont juste remonté sa vessie. Enfin bref, ils ont fait une manip. Mais bon, en gros, ma sœur, elle a besoin d'être sondée. Enfin bon, je passe les détails, mais voilà. Quand ma sœur se remet, après elle rentre à Bordeaux. Et là, il y a un mois où c'est génial parce que ma sœur, elle se remet petit à petit. Elle retrouve de l'énergie. Son marqueur tumoral qui indique le nombre de cellules cancéreuses, il descend en flèche. Donc on se dit ok, c'est bon et tout. Jusqu'au jour où son marqueur tumoral remonte. Et là on se dit ok, c'est très bizarre. Et en fait là elle repasse une écho et en fait son cancer a repris au foie. Donc on ne sait pas trop s'il a repris au foie ou si en fait il y avait déjà des cellules, mais vraiment microscopiques à l'opération, à la grosse opération, qu'ils n'auraient pas pu voir parce que de toute façon ça ne se voyait pas à l'œil nu. Et en fait là c'est la catastrophe parce que le foie ça se rabote pas, c'est un organe vital. Et en fait, c'est horrible parce que ma sœur, elle croyait à sa rémission, elle parlait d'avenir, elle parlait quelle étude elle allait reprendre, qu'est-ce qu'elle allait faire l'été avant de pouvoir reprendre en septembre, etc. Donc là, tout s'effondre. L'oncologue, il nous dit que voilà, il a une dernière corde à son arc possible, mais que ça, en fait, je crois qu'il le dit pas à ma sœur, mais il dit à ma maman que quand on a eu des chimiothérapies aussi lourdes que celles que ma sœur a eues, en fait, les défenses immunitaires, elles sont juste mortes, quoi. La moelle épinière, elle réagit plus. Donc en fait, il aurait beau faire toutes les chimiothérapies derrière, en fait, le corps ne répondrait plus. Donc en fait, il propose une chimiothérapie triphasée, donc en 3 fois. Sauf que la première injection se passe très mal. Ma sœur, elle est très malade. Elle vomit, elle a la diarrhée. Enfin bref, voilà, enfin, elle réagit pas bien du tout. Et en fait, le marqueur tumoral, il réagit pas du tout non plus à cette première injection. En fait, il continue à monter de manière exponentielle. Donc le 19 février, enfin moi du coup là j'avais vraiment ménagé à Bordeaux. À partir de ce moment-là, j'étais plus du tout à Paris. Le 19 février 2023, ma sœur, elle dit qu'en fait elle veut pas continuer, elle veut pas essayer de faire la deuxième et troisième injection, elle veut arrêter ce traitement. De toute façon, elle avait déjà parlé avant de partir en Belgique pour avoir recours au suicide médicalement assisté parce que juste elle en pouvait plus en fait de souffrir. Donc là, elle appelle l'oncologue, elle lui pose toutes ces questions de savoir est-ce que, en fait, parce qu'il lui disait qu'il y avait des gens qui vivent avec un cancer du foie et qui vivent très, très bien, entre guillemets. Enfin, ils vont tous les mois faire leur chimio et ça se passe très bien. Mais en fait, elle, son marqueur, il explosait tellement qu'en fait, c'était pas du tout un cancer du foie avec lequel on pouvait vivre. Donc là, il lui dit non, effectivement, là, Louise, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. Donc ma sœur, elle vient, elle nous l'annonce. Donc ça, voilà, c'est un moment où je me rappellerai toujours. On était donc mon père, ma mère, Brona, et ma sœur et moi sur son lit. Et du coup, là, elle nous dit que, voilà, en gros, elle va mourir. Et du coup, qu'elle veut pas, par contre, elle veut pas mourir à l'hôpital. Elle veut rester à la maison et elle veut aller manger des crêpes. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Donc vraiment toujours l'humour jusqu'au bout. Et du coup, en fait, on met tout en place pour qu'elle reste à la maison. Finalement, après, elle change de chambre, elle prend la mienne parce qu'elle était plus ensoleillée. Et du coup, le mois passe. Donc là, ils lui font des essais entre la cortisone, etc. Enfin, pour qu'elle souffre le moins possible. Et en fait, le 19 mars 2023, elle est partie. Donc il y a beaucoup de 19 dans l'histoire à chaque fois. C'est pas du tout un nombre que j'affectionne maintenant. Et voilà, du coup, mais moi, je suis contente
parce que j'étais là en fait quand elle est partie, donc c'était hyper important pour moi. Et du coup, je me dis que je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Non, non, en fait, le manque d'empathie, c'était vraiment, je pense qu'elle aurait eu n'importe quel cancer, c'était vraiment juste en fait les gens qui travaillent dans le domaine médical, il y en a qui sont super. Ma sœur, elle s'était liée d'amitié avec une aide-soignante que je vois toujours aujourd'hui, qui est vraiment très très humaine. Et l'oncologue de Paris, là, dont je parle, qui était aussi un monsieur vraiment extraordinaire, mais on a vécu plein de situations vraiment lunaires, et je pense que ça aurait été le cas, enfin, peu importe la maladie, parce que c'était pas lié au cancer, enfin, je veux dire, au cancer vraiment de ma sœur. Euh, Par exemple, ma sœur qui va à l'hôpital pour justement sa transfusion en plaquettes et qui recroise une infirmière qu'elle avait vue plusieurs fois et qui lui dit ah, ben, j'ai appris, là en août, tu pars à Paris pour ta chimio, etc. Donc ma sœur qui lui dit oui, enfin l'air un peu grave, surtout que, comme je disais, elle en avait trop marre d'être à l'hôpital tous les jours. Et l'infirmière qui lui dit ah, mais moi, tu sais ce que je fais en août, je vais à New York. Du coup, l'ascenseur se ferme et ma sœur me regarde, elle vient vraiment de dire ça, genre en mode mais moi, c'est trop cool, je vais à New York, toi, tu vas à Paris faire ta chimio. Enfin, vraiment le manque de délicatesse. Ou ma sœur qui avait des séances au début de psy. La première psy qu'elle voit à Paris, elle lui dit que en gros, elle s'est créé son cancer. Que c'est parce que ma sœur était très sanguine, qui lui dit qu'en fait c'est le fait d'avoir eu une adolescence compliquée, d'avoir été super en colère, elle a dû se créer son cancer. Il faut qu'elle cherche dans son enfance, dans son adolescence, à partir de quand elle s'est créé son cancer. Donc déjà hyper culpabilisant. Enfin, j'hallucine encore de dire ça. Enfin, je vois pas à quel moment une psychologue vient te dire que c'est ta faute en fait si tu as un cancer. Enfin, voilà. Donc ma sœur dit mais je ne veux plus voir cette psy. Et donc du coup il lui propose un deuxième psy qui lui dit ok, aujourd'hui on va faire une séance sur un mot. Donc choisis le mot sur lequel tu as envie de parler aujourd'hui. Donc ma sœur elle lui dit injustice. Et il lui dit pourquoi injustice? À ce que je sache, tu as choisi de te faire soigner, tu as choisi d'être là, donc c'est pas injuste. Donc ma sœur qui a plus parlé pendant toute l'heure, et après elle a dit en fait je veux plus le voir non plus, en fait je veux plus voir vos psys nuls, là je vais reprendre ma psychiatre qui me suivait avant, parce que en fait elle est pas du tout ni maladroite ni peu empathique comme ça. Donc voilà, et en fait ça c'est une sensation que moi j'ai eu en tout cas d'un œil extérieur, et ma sœur me le confirmait à l'époque, c'est que vraiment en fait pour certaines personnes le patient c'est un numéro, et en fait c'est tout quoi. Il y a pas de, il y a rien à côté, il y a rien. Et puis alors par contre si on parle des familles, des aidants qui ont besoin d'aide aussi. Euh, ma maman, alors il y avait une personne de la famille qui avait le droit d'avoir une aide. Donc, comme j'ai dit, c'était ma maman qui était le plus sur le front. Donc, voilà, c'est elle qui a pu en bénéficier. Elle a vu la psychologue une fois. Elle lui a dit, OK, on se revoit lundi. Ça fait 4 ans bientôt et on attend toujours. Le psychologue n'est jamais revenu. Ma mère n'a pas été prise en charge. Non, non, du tout. On a rien eu. Enfin, ma mère, on lui a proposé cette séance de psychologie, donc qui a eu lieu une seule fois. Et nous, la famille, on n'a rien eu d'autre. Ma sœur, elle avait bénéficié de massages, je crois, et de séances d'hypnose. Il y avait plusieurs choses à l'hôpital. Il y avait la possibilité de voir un prêtre aussi, mais ça, au début, elle avait accepté. Après, elle a refusé. Elle pouvait avoir des cours de musique. Donc, il y avait quand même des petits trucs mis en place pour ou la patiente, ça c'est super. Par contre, si on parle de la famille à côté, non, nous on a rien eu. En fait, là, moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux proches aidants ou aux personnes qui voudraient être aidants pour les aidants. Donc, je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais en fait, ce serait vraiment En fait, il y a deux choses. Ce serait vraiment de demander à la personne, que ce soit la personne malade ou la personne aidante, ce dont elle a besoin en fait. Parce que souvent on a tendance à réagir comme on aimerait qu'on réagisse pour nous. Mais en fait, c'est pas comme ça que forcément la personne a besoin. Enfin, moi je prends toujours l'exemple, donc qui n'a rien à voir avec la maladie, mais par exemple, moi dans mon couple, je suis plus du genre à écouter la personne quand elle a un problème au lieu de proposer des solutions. Et mon conjoint, lui, il est plus à trouver des solutions au lieu d'écouter. Et en fait, moi, ça me correspond pas du tout. Et lui, ça allait pas du tout. Donc en fait, on a dû refaire toute une mise à jour par rapport à ça.
Et en fait, c'est pareil pour la maladie, mais c'est pareil pour tout dans la vie, en fait. Mais vraiment juste de poser la question, en fait, de quoi tu aurais besoin? Et la personne, en fait, soit elle va répondre, en fait, si tu veux m'aider, tu peux faire ça. Et du coup, c'est beaucoup mieux que de directement peut-être faire quelque chose qui pourrait peut-être brusquer ou être hyper maladroit, en fait, pour la personne malade ou pour la personne aidante. Moi, par exemple, pendant la maladie de ma sœur, j'ai besoin d'écoute, j'ai pas besoin de solution parce que pour moi, il n'y avait pas de solution. Et en fait, du coup, mon copain à l'époque, il s'est mis à m'envoyer des chansons et dont les paroles, en fait, avaient du sens avec ce qu'il voulait me dire. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien parce que ça me permettait en fait de pas forcément avoir à parler de la situation, mais en fait d'avoir une présence en fait. Et juste, j'avais ma petite chanson et j'étais contente. Et c'était une petite attention. Et ça, enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc en fait, juste en fait de poser la question de quoi l'autre a besoin. Et aussi de ne pas prendre mal les réactions des gens. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, et moi c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser et à comprendre, c'est que en fait, les gens ne comprennent pas ce qu'on vit s'ils ne l'ont pas vécu. Et même ceux qui l'ont vécu ne comprennent pas parfois, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir Enfin, il y avait une amie, c'était son papa qui avait eu un cancer. Et en fait, elle n'a pas du tout réagi comme je pensais qu'elle allait réagir et ça m'a pas du tout aidée. Et du coup, en fait, j'ai vraiment été assez brusquée de ça. Je me suis dit, en fait, elle va comprendre. En fait, elle n'a pas du tout compris. Et en fait, on est tellement dans un tourbillon d'émotions que parfois, on va réagir de manière... Enfin, moi, je sais que j'étais hyper en colère. J'étais hyper agressive. Et en fait, j'ai pas envie de m'en vouloir non plus parce que c'est un peu la double peine parce que on est là, nous, en train de souffrir. Les gens ne comprennent pas, ils sont maladroits. Et c'est à nous de nous dire, ah mais ils savent pas, donc en fait c'est les pauvres, c'est eux, ils savent pas, nanana, donc il faut aussi les excuser. Et moi j'en avais marre en fait d'être et la personne qui souffre et la personne qui en plus doit faire un travail sur elle-même pour dire non mais ils savent pas, Élise, ils pas là, ils font pas exprès, nanana. C'est aussi de ne pas prendre mal, donc comment les aidants peuvent réagir, là, parce que là je parle de moi, mais je parle aussi des malades parce que j'ai bien vu ma sœur des fois qui réagissait de manière pas bizarre, mais enfin pas de la manière dont j'aurais pensé qu'elle allait réagir à tel moment. Et en fait, enfin, bon, je ne l'en ai jamais voulu, mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent être présentes pour des personnes malades. Et en fait, les personnes malades les repoussent en disant mais je ne veux pas de ton aide, en fait, je ne veux pas te voir, je ne veux pas de ça. Et qui se sentent un peu brusquées parce qu'elles se disent mais en fait, moi, j'essaie de t'apporter une bonne intention et tu refuses la main que je te tends. Et moi, du coup, enfin, ça a déjà arrivé qu'on me pose des questions par rapport à ça. Et je dis, mais en fait, juste peut-être, c'est juste un exemple, hein, mais peut-être envoyer un message, j'en sais rien, tous les lundis, un je pense à toi ou un truc comme ça. Et je pense que si la personne, elle a ça et elle se dit, enfin peut-être si un jour, voilà, elle a vraiment besoin de parler ou elle a vraiment besoin de se tourner vers quelqu'un, ben, elle se dirigera peut-être naturellement vers cette personne qui a toujours eu un petit mot gentil ou toujours pour montrer que ben, elle pensait à elle. Et là, du coup, vu que ça partait d'une bonne intention, ça pourra être une aide ce jour-là. Mais en fait, il faut, voilà, si on veut vraiment être présent, soit pour les proches aidants, soit pour les malades, être patient et patiente, je pense que c'est là aussi la meilleure chose à faire. Donc en fait, poser la question de ce dont l'autre a besoin et faire preuve de patience parce que peut-être que c'est pas à ce moment-là qu'ils ont besoin d'aide, mais à un autre moment peut-être. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans à peu près, j'écrivais beaucoup des histoires plus ou moins drôles. Enfin, voilà, il y avait rien de très très sérieux, mais j'avais toujours eu cette envie d'écrire un roman. Et en fait, c'est quelque chose que je disais toujours à qui voulait bien l'entendre. C'était un jour j'écrirai un roman, un jour j'écrirai un roman. Je ne le mettais pas en priorité dans ma vie. Jusqu'en fait, au moment où ma sœur est tombée malade, je me suis dit que j'allais me remettre à écrire. Alors, je ne sais pas expliquer, je me suis dit, bah, là, je vais écrire un roman. Et je pense, en fait, c'était parce que j'avais envie de m'immerger dans un monde fictif. Donc, en fait, j'ai écrit le premier tome d'une saga fantasy que j'avais imaginée. Qui n'a jamais vu le jour, qui ne verra jamais le jour, je pense. Mais bref, en tout cas, c'était ce projet-là qui me portait pendant toute la maladie de ma sœur. C'était en fait la quête d'une jeune femme qui voulait sauver sa sœur qui avait été kidnappée. Enfin, voilà, on peut trouver un parallèle avec ce qui se passait, mais en gros, voilà, la jeune fille allait sauver sa sœur. Et j'ai écrit ça pendant tout le temps où ma sœur était malade. Et en fait, quand ma petite sœur, elle est sortie de ses chimiothérapies intensives, et que voilà, elle avait vraiment cet espoir de rémission avec la dernière opération.
Elle s'était dit: «Beh, en fait, je vais écrire un livre, témoignage, que j'essaierai peut-être de faire publier, après ma rémission. Donc je est-ce que Élise, tu veux bien, m'aider et tout?» Et en fait, je parlais justement des activités à faire quand on est alité et du coup, ben, en fait, c'est ça qu'on faisait avec ma sœur. Moi, je me mettais à côté d'elle avec, mon ordi et en fait, on rédigeait ensemble son roman, témoignage. Enfin, c'est pas vraiment un roman, plutôt son livre témoignage, et on l'avait vachement bien fait, avec, tous les passages. Parce qu'en fait, elle se confiait aussi beaucoup sur, Instagram, parce qu'elle, les comptes de jeunes filles qui avaient eu des cancers, ça l'aidait beaucoup en fait, pour trouver des perruques, pour trouver comment on appelle ça? Des foulards, et cetera, comment se maquiller quand on a perdu ses sourcils, quand on a perdu ses cils, et cetera. Et ça l'avait beaucoup aidée et du coup, elle voulait faire la même chose pour peut-être des, personnes qui tomberaient sur son compte. Et du coup, on avait repris tout ce qu'elle avait documenté, et cetera. Enfin, voilà, on avait illustré avec des photos, et en fait, on l'avait compartimenté avec des étapes. Et en fait, on attendait, juste, bah, la fin, pour écrire, en fait, au moment où elle aurait sa rémission et tout ça. Bon, du coup, ce n'est pas arrivé. Mais donc j'avais déjà toute cette base et en fait, quand ma sœur, a décidé d'arrêter ce traitement et que voilà, elle s'est su condamnée, elle m'a envoyé le fichier. Et moi, j'avais, envie, d'écrire un roman, sur les proches aidants qui n'aborderait que le point de vue des aidants pour, voilà, je voulais que ça soit fictif, mais en même temps dénoncer, beh, un petit peu tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais trouvé anormal, tout ce que j'avais trouvé injuste, tout ce que j'avais ressenti et aussi surtout, parler de, beh, cette culpabilité du survivant qui m'a suivie longtemps. Et en fait, du coup, quand, bah, on a su que ma sœur, n'allait pas s'en sortir, je me suis dit: «Mais en fait, je vais mixer les 2. Je vais faire et le point de vue de la personne malade et le point de vue de la personne aidante» et en fait, c'est ce qui a donné donc, ce roman. Et en fait, donc il y a les 2 points de vue. Donc c'est vraiment un roman, enfin même si voilà, ça reste, quand même, très inspiré de notre histoire, ça reste un roman donc avec, 2 personnages. J'ai demandé à ma sœur comment elle voulait que son personnage s'appelle. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'il s'appelle Louise comme son prénom dans la vraie vie, donc le personnage s'appelle Louise. Moi, j'ai appelé, la personne qui me représente Ellie parce qu'il lui arrive des choses qui ne me sont pas arrivées dans la vraie vie, mais il y a des choses dont j'ai voulu grossir les traits pour justement mieux dénoncer, donc que ce soit, mais comme je disais tout à l'heure, la maladie qui s'infiltre dans le couple, la maladie qui s'infiltre au travail, la maladie qui s'infiltre dans les loisirs, même quand on est aidant. Et du coup, bah, il y a le point de vue des deux sœurs et ça a resté aussi un moyen pour moi en fait de... Voilà, je sais que s'il y a des périodes de ma vie où je suis un peu dans le déni ou quoi, où j'ai plus envie de penser à ça, en fait, je sais que tout est dans le livre et que si je le relis dans 40 ans, ben, tout sera là. Et je me dis aussi que voilà, enfin, toutes les personnes qui l'auront lu, elles auront rencontré ma petite sœur. Et parce que voilà, enfin, mes parents ont lu le roman et ils m'ont dit qu'ils retrouvaient vraiment Louise, ils pouvaient imaginer les répliques avec quelle mimique elle les faisait et tout ça. Et du coup, ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir réussi à vraiment retranscrire ma sœur au plus juste. Et, et je me suis dit que du coup, en fait, elle vivrait toujours dans le livre parce que enfin, je me basais vraiment sur deux citations, on va dire. La première, c'est les paroles s'envolent, les écrits restent. Et je me dis que quand je serai plus là, bah, le livre, lui, il sera toujours là. Et que du coup, ma petite sœur sera toujours là quelque part. On ne meurt vraiment que le jour où on cesse de parler de nous. Et du coup, je me dis, ben voilà, moi, je parle toujours de ma sœur. Donc, ben, voilà, elle est pas vraiment morte dans tous les sens du terme. Donc du coup, voilà, c'était pour ça que j'ai écrit ce roman et c'est comme ça que je l'ai imaginé. Et le point de vue de Louise, c'est quasiment elle qui l'a écrit au final, puisque c'est tout ce qu'elle avait documenté sur son compte Insta et tout ce qu'on avait remis en forme ensemble. J'ai juste fait un petit travail voilà, pour que ce soit mieux écrit, si je puis dire, juste la forme, pas le fond. Donc voilà, c'est limite un roman écrit à quatre mains, donc c'est aussi du coup bah, très précieux pour moi. Le roman, il s'appelle La vie en turquoise pour 2 raisons. C'est parce qu'en fait, le ruban, turquoise, c'est le ruban du cancer des ovaires et en fait, ça représente tous les cancers gynécologiques aussi et qui sont, c'est comme Octobre rose en octobre. Généralement, on en parle moins, mais il y a le septembre turquoise et en fait, c'est le mois de sensibilisation au cancer gynécologique. Donc c'est pour ça La vie en turquoise et ça a aussi un lien avec le fait qu'au début, en fait,
Je parle de mes personnages qui ont la vie en rose, qui comme, ma sœur et moi, en fait, on n'avait, pas de gros problèmes dans notre vie à part des petits tracas du quotidien et en fait, à la fin, beh, la sœur qui reste donc Ellie, elle doit apprendre à vivre cette vie, turquoise qui est marquée par, la maladie et le départ de sa sœur donc voilà, c'est pour ça le titre, La vie en turquoise. Leur réaction, en fait, ils m'ont dit, enfin, ils m'ont toujours encouragée, ils m'ont jamais empêché de m'exprimer. Moi, mes parents, ils ont pas du tout forcément les mêmes réactions que moi. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus en colère contre plein de gens et contre la vie en général. Je pense que mes parents, avec peut-être la sagesse de l'âge, je sais pas, ou juste leur personnalité, ils étaient forcément très en colère, mais ils le manifestaient pas de la même manière que moi. Je Le roman frappe assez fort quand même sur pas mal de personnes et de choses. Mais ils m'ont jamais, censuré ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils étaient, voilà, enfin, ils étaient contents que je l'écrive si ça me faisait du bien. Et comment ça s'est passé quand ils l'ont lu? En fait, ils ont lu la version, avant qu'elle soit publiée. En fait, quand j'ai terminé de l'écrire, je l'ai imprimée en 3 exemplaires, un pour moi, un pour mon père, un pour ma mère. Mon père, il l'a lu tout de suite. C'était le premier à le terminer. Il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé et qu'il était très fier de ce que j'avais écrit. Ma maman, elle, ça a été plus compliqué pour elle. Elle l'a lu en plus longtemps. Mais pareil, elle était très émue et très fière que j'ai pu écrire le roman. Et je pense que globalement, ils sont fiers de comment j'essaye de porter la voix de ma sœur et de continuer à la faire vivre à travers le roman et les interviews et tout ça. Je sais pas si je dirais que ça m'a aidée à faire mon deuil. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent, «Ça a dû être hyper dur à écrire» et en fait, pas du tout. Je pense que c'est le livre qui a été le plus simple à écrire parce qu'en fait, je sais pas, ça s'écrivait tout seul, en fait. J'ai mis seulement 3 mois à l'écrire, alors qu'il fait 170 000 mots. Enfin, c'est quasiment la taille du dernier, Harry Potter, pour donner un exemple qui parlerait aux gens. Même si là, la mise en page fait que c'est moins gros. Mais en fait, c'est assez énorme pour un roman. Honnêtement, les romans, en général, ils font une moyenne de 70 000 mots. Là, il y a 100 000 mots de plus. Mais en fait, je sais pas, c'était vraiment une frénésie d'écriture. Et je sais pas si ça m'a aidé à faire mon deuil. Je pense que au contraire, c'est assez. Enfin, en fait, j'étais beaucoup dans l'histoire encore après le décès de ma sœur, parce que j'ai commencé à écrire une semaine après le décès de ma sœur. Et donc, en fait, je pense que c'est quand je suis arrivée au bout que là, je me suis dit, ok, là, je peux peut-être commencer à faire mon deuil. Parce qu'en fait, il fallait que j'écrive pour rien oublier. Je sais pas, c'était limite vitale. Mais ça a été quand même thérapeutique dans le sens où ça m'a fait du bien, en fait, de l'écrire. Et je pense que si je l'avais pas écrit juste après le décès de ma sœur, je pense que je l'aurais jamais écrit parce que ça aurait été trop dur en fait de me replonger dans tout ça, alors que là j'étais encore dans l'histoire, si je peux dire, et du coup bah, c'était beaucoup plus simple à écrire à ce moment-là que si j'avais dû l'écrire maintenant. Par exemple, là c'est sûr que je reprendrais pas mon clavier pour réécrire sur cette période, ce serait trop dur, quoi. Ça, je sais pas répondre. C'est en fait, quand j'ai appris à lire, j'ai appris à lire avec Ratus. Je sais pas si ça parle à des gens qui ont mon âge. Le petit rat vert. Quand j'étais au CP, je rentrais tous les soirs, j'avais ma page de lecture à lire. Et moi, j'adorais écrire la suite, enfin, inventer la suite. Et que ce soit sous forme de dessin au début, de BD, parce que j'écrivais pas directement des mots quand j'étais en CP, mais j'adorais écrire la suite tous les soirs et je la présentais à ma maman qui me faisait lire ma page de lecture. Et en fait, je sais pas, avec le temps qui a passé, je me suis toujours dit, ouais, j'écrirai quelque chose un jour, comme je disais. J'ai eu des phases un peu où, surtout quand j'étais en quatrième, je crois, c'était l'époque de Twilight. Et je crois que Stéphanie Meyer, elle avait écrit Twilight à partir d'un rêve, si je dis pas de bêtises. Et moi aussi, je me disais, en fait, tous les matins, je notais mes rêves en me disant peut-être que ça va me donner l'idée d'un roman. Et quand j'avais 18 ans en terminale, là, j'écrivais beaucoup aussi sur des pom-pom girls, sur une fille qui faisait des cambriolages. Enfin, bref, j'écrivais plein de trucs, mais j'allais jamais jusqu'au bout. Donc en fait, je dirais que, je sais pas,
Enfin, c'est hyper cliché comme réponse. Je crois que tous les auteurs et les autrices ils diraient la même chose, mais je crois que j'ai toujours voulu écrire en fait. Je sais pas. Oui, donc en fait, là j'ai un roman qui sort en mars 2025 qui s'appelle Sipping Love, qui sort aux éditions Nisha, etc., que j'ai coécrit avec une de mes meilleures amies qui est aussi autrice, Manon Lécuyer. Et j'ai un autre roman qui sort en novembre 2025 aux éditions Erol Roman qui, lui, va traiter des violences sexistes et sexuelles envers les femmes, mais aussi envers les hommes. En fait, de montrer la violence aussi des hommes entre eux qui peut exister parfois, des troubles du comportement alimentaire et de l'alcoolisme chez les jeunes. Alors dit comme ça donne peut-être pas très envie, mais le roman est super. Je vous assure, on va suivre un frère et une sœur en école d'ingénieur et voilà, enfin, je vous donne rendez-vous en novembre. Et là, je suis actuellement en train d'écrire un roman qui devrait sortir en 2026, toujours aux éditions Erol Roman, qui lui va traiter du harcèlement scolaire. Pareil, ça donne peut-être pas très envie dit comme ça, mais j'espère que le roman sera bien parce que je suis en train de l'écrire. Mais globalement, j'aime écrire, comme La vie en turquoise, sur des sujets engagés pour dénoncer. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas meilleur moyen que de dénoncer à travers les mots et à travers l'écriture. Donc,